curieusement porté sur les 2 derniers cours. Donc, je vais vous les montrer, voilà. C'est pas très joli parce que ça a été numérisé. Mais en fait, le dessin d'en bas va porter sur le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez cette photo. Vous avez les 2 nerfs optiques, vous avez le chiasma optique, et puis le chiasma optique va donner naissance à 2 bandelettes ou tractus optique. Et la seule question sur ce dessin, c'était de savoir quel était le nom de cette structure. C'est-à-dire que la réponse est là, tractus ou bandelette optique. Mais il y avait une autre question en relation. Quelles sont les fibres cheminant dans 6 ? Bien sûr, je n'ai pas mis le nom. Fibres, alors la réponse, c'est fibres de la rétine temporale, homolatérale et de la rétine nasale contralatérale. Et vous pouvez voir que les réponses sont extrêmement précises et courtes. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et quelles sont les conséquences ? Quelle est la conséquence de la lésion de 6 ? Une hémianopsie latérale homonyme. C'est le cours d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'était le type de question. Et je vous remontrerai la prochaine fois cette photo, car cette photo, en fait, avait été traitée dans le dernier cours. Alors aujourd'hui, c'est un cours un petit peu complexe, puisque vous avez l'orbite et son contenu, vous avez les voies optiques et vous avez les nerfs oculomoteurs. Donc c'est un mélange, je dirais, d'anatomie et de neuroanatomie. D'anatomie parce que l'orbite, c'est l'orbite osseuse, le contenu, c'est le bulbe oculaire, c'est l'œil, avec ses muscles, sa graisse, son artère, ses nerfs. Et puis, il y a aussi tout le reste du contenu de l'orbite, c'est-à-dire toutes les fibres de passage. Et vous allez avoir des nerfs de passage dans l'orbite qui vont sortir au niveau de la face. Ensuite, la dernière partie va porter uniquement sur les nerfs qui vont permettre la mobilité en fait, du bulbe oculaire de l'œil, qui vont vous permettre de faire tous les mouvements de l'œil. Alors, je ne vais pas commencer par l'orbite et son contenu. Au fond, là, la salle à droite, vous êtes toujours très bavard, vous avez été parfaitement repéré. Est-ce que vous pouvez être un peu plus tranquille ? Merci. Je vais commencer par les voies optiques, parce que les voies optiques sont en fait la conclusion en quelque sorte, ou la continuité avec le cours précédent. C'est vraiment de la neuroanate, c'est la description en fait de la vision, des fibres de la vision. Alors, si je n'ai pas oublié, il va falloir que je repasse sur le tableau. Donc, je vais vous dessiner, voilà, toutes ces fibres. Et tout d'abord, je vais vous faire un rappel. Je vous avais dit la dernière fois, en vous décrivant les fibres de la sensibilité consciente, qu'il y avait un modèle, et un modèle qu'il fallait garder en tête. Et ce modèle est le suivant. Vous avez normalement en périphérie quelque part un récepteur. Ce récepteur est en relation avec un premier neurone, le protoneurone de la sensibilité. Et ce protoneurone a un corps cellulaire qui se situe quelque part. Pour les fibres de la sensibilité somatique, je dirais, il se situait soit dans la moelle spinale, soit dans la moelle allongée. Ensuite, ce protoneurone, c'est-à-dire N1, allait se projeter donc sur, je vous ai dit, la moelle en ce qui concerne la sensibilité somatique. Et il donnait naissance, il rentrait en synapse avec un second neurone, N2. Ce second neurone croisait la ligne médiane et allait se projeter sur une troisième zone qui était le thalamus. Et du thalamus, vous aviez le neurone terminal, N3, qui allait rejoindre le cortex. Au niveau de la vision, on devrait avoir un modèle assez similaire. Si on fait le modèle, eh bien, le récepteur,
ça s'appelle des cônes ou des bâtonnets. Les cônes, ce sont les récepteurs à la couleur. Les bâtonnets, ce sont les récepteurs en noir et en blanc et en profondeur. Ensuite, vous allez avoir un premier neurone qui s'appellera le neurone bipolaire. Ce neurone bipolaire va rentrer en contact avec un second neurone qui sera le neurone, je le dessine comme ça, on pourrait le dessiner autrement, ganglionnaire. Et ce sont les axones du neurone ganglionnaire qui vont donner le nerf optique. Ces axones des neurones ganglionnaires vont aller se projeter dans le thalamus. Et dans une partie très particulière du thalamus qui s'appelle le corps genouillé latéral. Ce corps genouillé latéral va donner naissance à un influx nerveux à partir d'une cellule qui va aller rejoindre le cortex. Et ce cortex sera le cortex occipital. C'est ce qu'on appelle l'aire 17. L'aire visuelle primaire ou l'aire 17. Alors maintenant, si on regarde ce schéma, en fait, il est très superposable au schéma de la sensibilité somatique. Je vous avais dit aussi dans les cours précédents que le nerf optique était de la substance nerveuse. C'était directement une émanation du diencéphale. De telle sorte que la cellule bipolaire et la cellule ganglionnaire, en fait, appartiennent à la rétine. Donc les deux premiers neurones de la vision sont situés dans le bulbe oculaire, dans l'œil, et ils sont situés dans la rétine. Ensuite, les axones des cellules ganglionnaires vont former le nerf optique. Et il n'y aura que la moitié des fibres qui croisera la ligne médiane. Donc, un demi vont croiser la ligne médiane. Elles ne vont pas toutes croiser la ligne médiane. Ensuite, eh bien, le modèle est assez similaire puisqu'elles se projettent dans le thalamus, mais dans une partie particulière du thalamus qui s'appelle le corps genouillé latéral, et ensuite vont au cortex, donc pas de problème. Alors maintenant, on va dessiner ces voies. On va dessiner ces voies, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je garde la moitié du tableau, donc on va essayer de s'arrêter ici. On va dessiner en périphérie eh bien, la rétine, vous êtes d'accord? Donc je vais avoir une rétine gauche, comme ceci, et je vais avoir une rétine droite, comme ceci. Je vais avoir un nerf optique. Voici le nerf optique gauche, voici le nerf optique droit. Et je vais avoir le chiasma optique qui morphologiquement correspond au croisement de la moitié des fibres optiques. À la partie postérieure du chiasma optique, vous avez deux tractus optiques ou bandelettes optiques. Ces bandelettes optiques contournent le mésencéphale et vont rejoindre le corps genouillé latéral. Bien sûr des deux côtés, mais je ne vais les dessiner que d'un côté. Ensuite, du corps genouillé latéral, les fibres vont aller rejoindre le cortex
et elles ne vont pas rejoindre n'importe quel cortex. Elles vont rejoindre la partie la plus postérieure du cortex, qu'on appelle l'aire 17. Et on distingue dans cette partie postérieure du cortex un sillon, c'est le sillon calcarin. Donc, ne pas oublier le terme sillon calcarin. Et les fibres visuelles primaires, bien sûr, se projettent sur les 2 lèvres du sillon calcarin. Dans la rétine, il faut considérer 3 parties. Une partie nasale, une partie temporale et une partie maculaire. Donc au milieu, vous imaginez bien, vous savez où sont situés les yeux, de part et d'autre du nez. Donc au milieu, je mets un N, ça correspond à la rétine nasale. Latéralement, eh bien, vous aurez la rétine temporale. Et il y aura une rétine nasale droite, une rétine nasale gauche et 2 rétines temporales, une droite, une gauche. Dans cette rétine, nous allons donc avoir 3 parties. Une partie nasale, que je vais faire en vert. Mais dans cette partie nasale, vous allez déjà avoir en fait une partie nasale qu'on appellera binoculaire et une partie nasale que l'on appellera monoculaire. Donc la partie la plus antérieure, c'est une rétine nasale qui va regarder très latéralement, et dans votre vision extrêmement latérale, vous ne verrez qu'en monoculaire. Au milieu, qui est la rétine la plus importante, c'est celle qui va vous permettre de voir le mieux, vous allez avoir la rétine maculaire. Et cette rétine maculaire, comme vous le voyez, si le trait blanc est l'axe du globe oculaire, l'axe ici, il va diviser la macula, qui est la zone de l'œil où on voit le mieux, qui est la zone de l'œil où on voit avec le plus de précision, et la zone de l'œil où on voit en couleur. Eh bien, cette macula sera divisée en un champ nasal et en un champ temporal. Et puis, en dehors, eh bien, vous aurez la rétine temporale. Et bien sûr, vous aurez la même chose de l'autre côté. Donc, on pourrait dessiner, si ça, c'est mon œil gauche, et ça, mon œil droit, on peut très bien faire la même chose de l'autre côté. Donc, en bleu, j'avais fait la rétine temporale, la voilà, et au milieu, en rouge, j'avais fait la rétine maculaire, qui est divisée donc en 2 parties, une partie temporale et une partie nasale, et en dedans, il y a la partie nasale. Alors bien sûr, on va raisonner que d'une façon, et on va essayer de simplifier à l'extrême. Je vous ai dit tout à l'heure que la moitié des fibres croisaient la ligne médiane. Eh bien, toutes les fibres nasales, toutes les fibres issues de la rétine nasale croisent la ligne médiane. Toutes les fibres issues, quelle que soit la vision, croisent la ligne médiane. Donc on va en dessiner une. On va faire partir une fibre de la vision ici binoculaire et on va voir que dans le chiasma, elle va croiser la ligne médiane avant de rejoindre le corps genouillé latéral. Donc toutes les fibres de la rétine nasale, de la vision binoculaire, mais aussi de la rétine monoculaire ou de la rétine maculaire, du moment qu'elle est d'origine nasale, croisent la ligne médiane au niveau du chiasma. Ce sont les axones des cellules ganglionnaires de la rétine. Si elles sont issues de la rétine nasale, elles croisent la ligne médiane. Toutes les fibres issues de la rétine temporale restent du même côté. Toutes les fibres
issus de la rétine temporale restent du même côté. Et ça, c'est vrai pour la rétine temporale maculaire comme pour la rétine temporale binoculaire. Alors, je vous ai fait, ici, je vous ai dessiné des fibres venant de la rétine nasale de l'œil gauche et des fibres venant de la rétine temporale de l'œil droit. Ces deux fibres, qui seront la vision binoculaire, vont avoir une projection identique au niveau du cortex. Et elles vont se jeter dans une zone intermédiaire sur l'aire visuelle primaire. Donc ici, vous avez la projection des fibres binoculaires. Elles ont un trajet dans la substance blanche. On appellera ce trajet les radiations optiques. Et elles vont se projeter dans une zone intermédiaire au niveau du cortex occipital de la vision, qui est l'aire 17 de Brodmann, qui est un cortex récepteur et donc qui va recevoir toutes ces fibres. Alors maintenant, qu'arrive-t-il aux autres fibres ? Eh bien, les autres fibres, les fibres de la vision maculaire, elles vont, si elles sont nasales, croiser la ligne médiane, et si elles sont temporales, rester homolatérales. Donc si on prend en exemple les fibres de la vision maculaire, eh bien, nasale, elles croisent la ligne médiane, et temporale, elles restent du même côté. Mais elles ne vont pas aller se projeter dans la même région au niveau du cortex. Elles vont avoir un trajet dans la substance blanche et venir se projeter à la partie la plus postérieure et la plus étendue du cortex. Donc la macula se projette au niveau du pôle occipital, au niveau de l'aire visuelle primaire, sur la plus grande étendue, sur une très grande étendue. C'est une projection extrêmement précise et importante. Dans la substance blanche, les radiations optiques vont s'entrecroiser. Et maintenant, il reste les visions extrêmement périphériques. La vision extrêmement périphérique que j'avais faite en orange, qui est d'origine nasale, en rose, et ces fibres eh bien, arrivent bien sûr de la rétine nasale, arrivent au niveau du corps genouillé latéral, vont avoir un trajet dans la substance nerveuse, mais venir se projeter très en avant de l'aire visuelle. Donc il existe au niveau de l'aire visuelle 3 zones. Une zone très postérieure, très étendue, très importante, la zone de la vision maculaire. On l'appelle souvent la macula corticale. Une zone plus antérieure qui sera les fibres binoculaires. Et la zone la plus antérieure qui est petite, qui correspondra à la vision monoculaire. Alors vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, vous n'avez raisonné qu'en rétine, ce qui est tout à fait vrai. Si on ferme un petit peu notre globe oculaire, eh bien, vous avez un cristallin, des deux côtés, bien sûr. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a dans votre champ visuel. C'est ce que vous voyez en face de vous. De telle sorte que les fibres de la rétine nasale vont voir quelque chose situé, voici la ligne médiane, dans le champ visuel temporal.
et les fibres temporales, voici la ligne médiane, vont regarder le champ visuel nasal. Donc vous êtes obligé d'inverser. Et si vous raisonnez en termes de champ visuel, eh bien vous allez être obligé de faire un petit raisonnement. Et c'est pour ça, et c'est en fait ce que vous allez faire en clinique. En effet, vous avez un seul champ visuel, mais vous pouvez explorer le champ visuel de l'œil droit et de l'œil gauche. Il suffit de fermer un œil. Dans ce cas-là, vous allez avoir le champ visuel de l'œil, ici je mets l'œil gauche, et le champ visuel de l'œil droit. Oups. Imaginez que vous avez une lésion du nerf optique. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir l'œil droit qui ne va plus voir. Donc vous allez avoir un œil ici aveugle. Vous aurez une cécité de l'œil droit. Ça s'appelle aussi une amblyopie. Deuxièmement, imaginez une tumeur de l'hypophyse. La tumeur de l'hypophyse comprime le chiasma optique. Elle va donc comprimer toutes les fibres qui vont passer dans le chiasma optique. Et comprimant les fibres du chiasma optique, elles vont comprimer toutes les fibres qui viennent de la rétine nasale. Et par conséquent, du champ visuel temporal. Donc si on refait le champ visuel, ici, voici l'œil gauche, voici l'œil droit. On va diviser bien sûr par la moitié. Et on a dit qu'on comprimait toutes les fibres de la rétine nasale. Les fibres de la rétine nasale, c'est le champ visuel temporal. Donc on aura disparition du champ visuel temporal à gauche et du champ visuel temporal à droite. Et dans ce cas-là, on aura une hémianopsie bitemporale. Ici, je fais une ligne. Tout ce qui apparaîtra comme lésion après le chiasma optique portera le nom de rétrochiasmatique. Tout ce qui est rétrochiasmatique va donner une hémianopsie latérale homonyme. Dès que vous aurez en clinique une hémianopsie latérale homonyque, vous saurez que c'est rétrochiasmatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faisons une lésion de tractus optique. En l'occurrence, ça sera le tractus optique droit. Donc ici, nous allons avoir le tractus optique. On a toujours deux champs visuels, un champ visuel gauche, un champ visuel droit. Ici, c'est la droite, ici, c'est la gauche. On a toujours la moitié du champ visuel. Qu'est-ce qui se passe? On a lésé les fibres venant de la rétine nasale gauche. Donc, nous n'avons plus de champ visuel temporal à gauche. Donc, ici, mon champ visuel temporal gauche disparaît. On a lésé les fibres temporales, les fibres de la rétine temporale. La rétine temporale nous montre le champ visuel nasal droit. Donc nous avons une lésion du champ de la moitié du champ visuel droit et en l'occurrence le champ visuel temporal. Donc nous avons
bien une hémianopsie latérale qu'on appelle homonyme. Et je crois que par convention, dans ce cas-là, ça sera gauche, ça sera en tous les cas controlatéral à la lésion. On va l'appeler controlatéral à la lésion. C'est une atteinte de la bandelette droite. Donc on aura une hémianopsie latérale homonyme, prédominant à gauche, c'est-à-dire controlatéral à la lésion. Est-ce qu'il existe des lésions où on peut retrouver le même type d'atteinte, c'est-à-dire une hémianopsie latérale homonyme? Eh bien oui, vous allez retrouver le même type d'atteinte si vous avez une atteinte au niveau de la substance blanche et au moment où les fibres se croisent, où les radiations optiques se croisent. Donc vous pouvez avoir une atteinte de la bandelette optique ou vous pouvez avoir une atteinte des radiations optiques juste à l'endroit du croisement de toutes les fibres, et dans ce cas-là, vous aurez une hémianopsie latérale homonyme gauche, si c'est bien sûr une lésion à droite. Alors, existe-t-il d'autres types de lésions? Oui, il en existe d'autres. D'une part, vous pouvez avoir des lésions au moment du trajet des radiations optiques, et là, en fait, ce ne sont plus vraiment des hémianopsies, mais ça peut toucher qu'un quart supérieur ou un quart inférieur. Donc, ça sera une hémianopsie du cadran supérieur ou du cadran inférieur. On appelle ça souvent des quadrinopsies, mais hémianopsie latérale homonyme d'un cadran supérieur ou inférieur. Et puis maintenant, vous pouvez aussi avoir une lésion beaucoup plus postérieure au moment où les fibres vont se projeter dans le cortex visuel. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une lésion des fibres de la vision binoculaire et monoculaire sans atteinte de la vision maculaire. Et à ce moment-là, vous aurez toujours une hémianopsie. Vous aurez toujours une hémianopsie latérale homonyme, et toujours la même si on reste toujours du même côté, mais avec épargne de la vision maculaire. L'importance de cette connaissance, c'est qu'en clinique, vous pouvez explorer rapidement le champ visuel, avec le doigt simplement. L'examen du champ visuel est minutieux et complexe, mais on peut avoir très rapidement une idée de ce qui se passe au niveau du champ visuel à l'examen clinique. Donc voici pour les voies optiques. Je pense que je n'ai pas vraiment oublié de choses en ce qui concerne les voies optiques. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'était l'orbite. Voici une orbite. Alors, où est situé l'œil? Eh bien, l'œil, il est situé dans une cavité de la face. Cette cavité de la face est paire. Il y a deux orbites, une orbite droite et une orbite gauche. Et cette cavité est située de part et d'autre des fosses nasales. Donc, c'est une cavité de la face. L'orbite osseuse est complexe, comme vous pouvez le voir sur le schéma, puisqu'elle va faire intervenir de nombreux os de la face et du crâne. Donc on va dessiner cette orbite, on va essayer de faire ce dessin, et
Pour faire ce dessin, nous allons dessiner le rebord de l'orbite. Donc nous allons dessiner ce qu'on appelle le rebord orbitaire. Et ce rebord orbitaire va avoir une partie supérieure, une partie latérale et une partie interne. L'orbite, c'est une pyramide. La pyramide a une base antérieure et un sommet postérieur. Cette pyramide sera centrée sur un orifice, le sommet de la pyramide est centré sur un orifice qu'on appelle la fissure orbitaire supérieure. Et cette fissure orbitaire supérieure a une forme de virgule. Elle a une forme de virgule avec une extrémité interne renflée et une extrémité externe et supérieure effilée. En haut et en dedans de la fissure orbitaire supérieure, qui s'appelle aussi fente sphénoïdale, donc vous pouvez entendre ce terme, vous allez retrouver le canal optique. Dans le canal optique va cheminer deux éléments, le nerf optique et l'artère ophtalmique. En dessous de la fissure orbitaire supérieure, il existe un autre orifice, et cet autre orifice est la fissure orbitaire inférieure, qui se prolonge en dedans par un canal. Elle est en fait comblée, la plupart du temps, mais juste en dessous de la fissure orbitaire inférieure va passer un nerf. C'est le nerf maxillaire. Et ce nerf maxillaire va emprunter une gouttière puis un canal qui est situé juste en dessous de l'orbite et il viendra se terminer dans un orifice situé au niveau de la face. Et cet orifice, eh bien, se situe au niveau du maxillaire. Fissure orbitaire supérieure, canal optique sont en fait des orifices qui séparent les différents éléments d'un os qui est le sphénoïde. Donc, le sphénoïde va former le fond une partie latérale et une partie interne du fond de l'orbite. En dehors, nous allons retrouver un autre os qui est l'os de la pommette et que vous pouvez palper facilement. C'est ce qu'on appelle le zygoma. Et le zygoma va s'articuler en haut avec le frontal et en bas avec le maxillaire. Donc les trois os, qui vont constituer la partie supérieure de l'orbite, le plafond de l'orbite, c'est le frontal. En dehors, ça sera le zygoma. Et en bas, le maxillaire. Tous ces os et ceux de la paroi interne vont être en fait fixés
par une apophyse, par un processus de l'os palatin. Donc vous allez voir tout au fond de l'orbite, ici, un petit élément osseux qui n'appartient à aucun des autres os et qui en fait est l'os, le processus orbitaire de l'os palatin. Et ce processus orbitaire va fixer toute la structure osseuse de l'orbite. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur la paroi interne de l'orbite? Eh bien, vous allez trouver plusieurs os. D'abord, l'ethmoïde. On dit que c'est l'os planum, la lame plate, le planum de l'ethmoïde, donc ethmoïde. Et l'ethmoïde forme aussi la paroi osseuse des fosses nasales. Et puis en avant de l'ethmoïde, et entre l'ethmoïde et le maxillaire, vous allez avoir un os qui va former une gouttière et qui est le lacrymal. La gouttière lacrymale n'est formée que par sa moitié postérieure par l'os lacrymal, sa moitié antérieure appartient au maxillaire, à la branche montante du maxillaire. Donc en fait, l'autre partie appartient au maxillaire, à la branche montante du maxillaire. Donc si je fais la limite du maxillaire, eh bien vous voyez que la partie inférieure et interne sera formée et le rebord orbitaire interne et antérieur, bien sûr, le rebord orbitaire est toujours antérieur d'ailleurs, interne sera constitué par le maxillaire. Donc en fait, cette orbite osseuse est extrêmement complexe puisqu'elle fait intervenir une grande partie des os de la face. On va essayer de finir quand même le dessin comme ceci. Ici, nous serions au niveau des fosses nasales. Donc je répète, quels sont les os de l'orbite osseuse? Eh bien, l'os, je dirais un peu principal, c'est le sphénoïde, puisque la fissure orbitaire supérieure va former le sommet de la pyramide orbitaire. En dehors du sphénoïde, vous allez retrouver le zygoma, l'os malaire, c'est la même chose. En haut du sphénoïde, l'os frontal. En bas, vous allez retrouver le processus orbitaire du palatin qui soude tous les os de l'orbite osseuse. Et en dedans, vous allez retrouver l'ethmoïde, le lacrymal et le maxillaire. Alors maintenant, cette orbite, quelle est sa direction? Comment se situe-t-elle? Si on fait une coupe de l'orbite, une coupe horizontale de l'orbite, et si on regarde, en fait, l'orbite part en dessus, ou en dessous d'ailleurs, mais en dessus. Eh bien, la paroi interne sera droite, antéro-postérieure, et la paroi externe sera oblique, en dedans et en arrière. Sur la paroi externe, la première chose à remarquer, c'est que le rebord orbitaire externe sera plus postérieur que le rebord orbitaire interne. De telle sorte que le bulbe oculaire, l'œil,
sera beaucoup plus vulnérable en dehors, qu'en dedans. Voici le cristallin, voici le bulbe oculaire dessiné par rapport aux parois. L'axe de l'œil tape sur la macula. En dehors, eh bien, une zone de vulnérabilité du bulbe oculaire. En dedans, le bulbe oculaire sera protégé par les fosses nasales. Deuxième chose, sur cette paroi, en fait, vous allez retrouver tous les éléments que je vous ai décrits dans l'orbite osseuse. En avant, vous allez retrouver le zygoma, vu en coupe, bien sûr. Plus en arrière, vous allez retrouver une partie du sphénoïde. Ce sera la grande aile du sphénoïde. Puis vous allez trouver la fissure orbitaire supérieure, donc je la laisse, je fais un orifice. Et tout en arrière ici, la coupe de la petite aile du sphénoïde. Donc c'est le sphénoïde aussi, mais la petite aile du sphénoïde. À l'extrémité toute postérieure, ici, vous aurez le canal optique. Et en dedans, eh bien, vous retrouverez encore une fois le sphénoïde. Je viens de dessiner le sinus sphénoïdal. Ça sera le corps du sphénoïde. Et en avant du corps du sphénoïde, eh bien, on va retrouver l'ethmoïde, le lacrymal et le maxillaire. Donc, en avant du sphénoïde, alors bien sûr, je ne vais pas vous le dessiner, ce sont les cellules ethmoïdales, comme ceci. Et tout en avant, vous allez retrouver le lacrymal avec la gouttière ici. Et le lacrymal s'articule avec le maxillaire que j'avais fait en bleu. Donc je vais reprendre le bleu pour finir la gouttière lacrymale et puis former la branche montante ici du maxillaire. Donc, si on fait une coupe de l'orbite, une coupe horizontale de l'orbite, on retrouve bien tous les éléments de l'orbite osseuse, sauf le palatin, car la coupe passe au-dessus du palatin. Ce qui est important, c'est qu'il y a une paroi interne qui est antéro-postérieure, alors que la paroi externe est oblique, en arrière et en dedans. Le globe oculaire, le bulbe oculaire, est situé bien sûr en avant de l'orbite osseuse. Il va se prolonger par le nerf optique. Et ce nerf optique ne naît pas du tout du pôle du bulbe oculaire, il naît en dedans du pôle oculaire, puisque le pôle oculaire est occupé par la macula. Donc le nerf optique est un volumineux élément nerveux qui va avoir un trajet postérieur et il n'est pas droit car il devra être mobilisé par les mouvements du bulbe oculaire. Et il va bien sûr rejoindre le canal optique en arrière. Alors, quel est le contenu de l'orbite ? Eh bien, bien sûr, en premier, vous allez avoir le bulbe oculaire et le nerf optique. Vous allez avoir des muscles
ces muscles sont de nombreux muscles. J'en dessine deux. Je dessine les deux muscles droits, médial, interne et externe, et je les entoure de blanc, puisque je n'ai pas l'impression que vous les voyez très bien. Donc de nombreux muscles que l'on va voir dans un instant. Il y a une artère, l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique va rentrer par le canal optique. Et on verra dans un instant qu'elle surcroise le nerf optique dans l'orbite. Donc, l'artère ophtalmique et toutes les branches de l'artère ophtalmique. Ensuite, vous allez avoir des nerfs. Ces nerfs, à part le nerf optique, vont tous pénétrer par la fente, la fissure orbitaire supérieure, la fente sphénoïdale, la fissure orbitaire supérieure. Et là, vous allez retrouver deux types de nerfs. Les nerfs oculomoteurs, qui vont innerver les muscles de l'orbite, les muscles du bulbe oculaire. Et deuxièmement, les nerfs venant de la première branche du nerf trijumeau, c'est-à-dire les branches du nerf ophtalmique. Donc, on va mettre nerf oculomoteur et le 5, 1. En plus, dans l'orbite, vous avez des aponévroses, vous avez de la graisse, alors maintenant, on va parler de ces muscles. Comment le globe oculaire peut-il se mobiliser? Quels sont les mouvements de ce globe oculaire? Et pour ce faire, nous allons tout simplement redessiner l'orbite osseuse. Donc je la fais ici. Je fais le rebord orbitaire, comme ceci. Et je marque au fond de cette orbite la fente sphénoïdale et le canal optique. Donc, les muscles de l'orbite. Pour cela, on fait un dessin du fond de l'orbite. On marque la fente sphénoïdale, comme ceci, et le canal optique. Il existe au fond de l'orbite un tendon qu'on appelle le tendon conjoint des muscles droits, qui s'appelait dans l'ancienne nomenclature le tendon de Zinn. Donc un tendon conjoint qui s'insère au fond de l'orbite. Et ce tendon conjoint va donner des lamelles qui vont permettre l'insertion en fait des 4 muscles droits de l'orbite. Il va y avoir un droit supérieur, un droit, donc on va dessiner le droit supérieur. Tiens, je vais le faire en vert. Voici le droit supérieur. Il existe un droit externe.
un droit latéral, il existe un droit interne, et il existe un droit inférieur. Donc au fond de l'orbite, un tendon conjoint, le tendon conjoint des muscles droits. Ce tendon conjoint des muscles droits va permettre l'insertion de 4 muscles, un droit supérieur, un droit inférieur, un droit médial ou interne, un droit latéral ou externe. Ce tendon a comme particularité de laisser passer les éléments nerveux qui vont devoir entrer dans le cône musculo-aponévrotique. C'est-à-dire, ce tendon va faire une boucle autour du nerf optique et de l'artère ophtalmique et va faire une boucle au niveau de la fissure orbitale supérieure. Il existe d'autres muscles dans l'orbite. Ces autres muscles sont le releveur de la paupière supérieure, situé très proche du toit de l'orbite. Que je double de vert volontairement. Vous allez avoir aussi, et je le fais en rose, non pas en rose, en marron clair, 2 muscles obliques, un oblique supérieur qui a comme particularité de se réfléchir en avant et de changer complètement de direction en passant dans une poulie de réflexion. C'est l'oblique supérieur. Et il existe aussi un muscle oblique inférieur qui, lui, est le seul muscle de l'orbite qui ne va pas s'insérer au fond de l'orbite, mais qui va s'insérer très en avant, près du canal lacrymal, au niveau du rebord orbitaire, presque au niveau du rebord orbitaire, c'est l'oblique inférieur, et qui, lui, va sous-croiser le droit inférieur et aller se terminer, comme tous les autres muscles, sauf le releveur de la paupière supérieure, sur le bulbe oculaire. Donc, quelle est l'origine des muscles de l'orbite? Eh bien, tous les muscles de l'orbite s'insèrent au fond de l'orbite, sauf l'oblique inférieur. Tous les muscles droits s'insèrent sur un tendon conjoint. Les 2 autres muscles qui s'insèrent au fond de l'orbite sont le releveur de la paupière supérieure et l'oblique supérieur. L'oblique inférieur s'insère en avant de l'orbite, près du canal lacrymal, et il a comme particularité de passer en dessous, de sous-croiser le droit inférieur. Où s'insèrent-ils, ces muscles? Le releveur de la paupière supérieure va s'insérer sur la paupière supérieure, facile, et tous les autres muscles de l'orbite vont aller s'insérer au niveau du bulbe oculaire. Voici le bulbe oculaire, voici la cornée. La cornée
et a une limite avec la sclérotique, la sclère, qu'on appelle souvent le limbe, et tous les muscles droits vont aller s'insérer à une certaine distance de ce limbe, de telle sorte que la distance les séparant de cette ligne limite entre la cornée et la sclère va augmenter dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc vous allez avoir tous les muscles droits qui s'insèrent en avant, très en avant, sur la sclère, la sclérotique du bulbe oculaire, de telle sorte que vous allez avoir une distance de 5 pour le droit interne, de 6 pour le droit inférieur, de 7 pour le droit externe et de 8 pour le droit supérieur. Donc la distance augmente dans le sens des aiguilles d'une montre. La distance entre la limite de la cornée et de la sclère et l'insertion des muscles droits augmente. Où s'insèrent les muscles obliques? Eh bien, les muscles obliques vont s'insérer à la face postérieure du bulbe oculaire. Donc ça, c'est, si on l'oriente, c'est la partie supérieure ici et la partie médiale ici. Ça, c'est le droit interne ou médial. Ça, c'est le droit inférieur. Ça, c'est le droit latéral. Et ça, c'est le droit supérieur. Les muscles obliques, ils vont s'insérer sur le pôle postérieur du bulbe oculaire. Voici la limite, donc on va orienter. Ici, du coup, c'est la partie latérale, on le regarde en arrière. Et ici, c'est la partie supérieure. Si vous regardez un bulbe oculaire en arrière, vous allez avoir l'émergence du nerf oculaire, du nerf optique, pardon, l'émergence du nerf optique, et les deux muscles obliques vont aller s'insérer sur la partie latérale. C'est pas cette couleur que je voulais. Donc pour l'oblique supérieur sur la partie supérieure et externe et postérieure du bulbe oculaire, et pour l'oblique inférieur sur la partie postérieure, externe et inférieure du bulbe oculaire. Donc on a vu ces muscles, on a vu leur origine, on a vu leur terminaison. Nous sommes obligés de voir leur innervation. L'innervation, eh bien, toute l'innervation de ces muscles se fera par les nerfs oculomoteurs. Il existe 3 nerfs oculomoteurs. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'oculomoteur. C'est la 3e paire crânienne. Elle a comme particularité, cette 3e paire crânienne, d'innerver tous les muscles de l'orbite, sauf 2. Donc le nerf oculomoteur, 3e paire crânienne, va innerver tous les muscles de l'orbite, sauf 2. Ce nerf va arriver par la fente sphénoïdale, par la fissure orbitaire supérieure. Elle va passer dans cet anneau tendineux de la fissure orbitaire supérieure. Elle va immédiatement se diviser en 2 branches. Une branche supérieure qui ira innerver le droit supérieur et le releveur de la paupière supérieure. Donc une branche supérieure qui va innerver le droit supérieur et le releveur de la paupière supérieure. Et une branche inférieure qui va aller innerver
le droit inférieur, le droit interne et l'oblique inférieur. Donc la troisième paire crânienne se divise en deux branches. Elle va innerver tous les muscles de l'orbite sauf deux. Elle va donc innerver le droit supérieur et le releveur de la paupière supérieure par sa branche supérieure, le droit interne, le droit inférieur et l'oblique inférieur par sa branche inférieure. La deuxième paire crânienne, c'est le 4. Le 4 va aller innerver, c'est-à-dire le trochléaire. C'est un tout petit nerf. Il porte le nom de trochléaire parce que son muscle a une trochlée. Et le 4 va donc aller innerver l'oblique supérieur. Et le 4 ne va pas passer par l'anneau tendineux de la fente, de la fissure orbitaire supérieure. Donc l'oblique supérieur est innervé par la quatrième paire crânienne qui s'appelle le nerf trochléaire, et il s'appelle trochléaire parce que son muscle a une trochlée de réflexion. Ensuite, vous avez la sixième paire crânienne qui lui va passer dans l'anneau tendineux et va aller innerver le droit latéral. Donc, origine, on l'a fait, terminaison, on l'a fait, innervation, on l'a fait. Il ne reste qu'une chose à décrire à un muscle, c'est sa fonction. Alors, nous allons faire un petit schéma très simple qui est la fonction de ces muscles. Et j'espère que vous allez me croire sur parole. Si on fait un schéma, voici la ligne qui va me permettre, l'axe, enfin pas l'axe d'ailleurs, pas l'axe, mais la ligne qui va me permettre de faire des mouvements d'adduction et d'abduction. Vous allez pouvoir mettre votre regard à l'horizontale et regarder en dedans, ou regarder en dehors. Dans ce cas-là, vous allez avoir ici l'adduction et ici l'abduction. Vous ne voyez pas? Aïe, 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 aïe. Non, parce que j'ai besoin du tableau. Bon, enfin, on va le faire là, je l'effacerai. Donc ici, une ligne. Oups. Ici, on va faire une ligne qui est la ligne, alors j'ai dit l'abduction ici et l'adduction ici. Deux muscles pour faire ça, c'est relativement facile. Un muscle qui sera le droit médial et un muscle qui sera le droit latéral. Donc les mouvements de latéralité du regard sont relativement simples parce qu'ils sont faits par deux muscles, le muscle droit médial et le muscle droit latéral. Ensuite, vous allez pouvoir abaisser votre regard ou élever votre regard. Et là, vous allez pouvoir avoir, pour abaisser, eh bien, le droit inférieur et pour relever le droit supérieur. Le problème, c'est que ces muscles n'ont pas une action pure. Le droit inférieur aura une action pour abaisser le regard, mais il aura aussi une action
qui va lui permettre de déplacer en dedans le regard. Et en prime, il aura une action de rotation du globe oculaire. Et ça sera une rotation externe, une rotation latérale du globe oculaire. Donc si on regarde l'action du droit inférieur, eh bien le droit inférieur aura une action d'abaissement du regard, mais il aura aussi une action de diriger le regard vers le dedans, et en même temps, il aura une action un mouvement de rotation du globe oculaire. Et ça sera une rotation externe. Si maintenant on considère le droit supérieur, on a dit que le droit supérieur allait élever le regard, mais il va avoir une action aussi en dedans. Là, il y a une petite erreur là. En dedans, c'est l'adduction. Donc, le droit supérieur aura une action d'élévation, une action d'adduction, et il aura une action de rotation, mais ça sera une rotation interne. Restent maintenant les deux muscles obliques. Et nous avons deux obliques. Eh bien, l'oblique supérieur aura une action d'abaissement du regard, d'abduction et de rotation interne. Ah oui. Oups. Donc, l'oblique supérieur, juste sur le oblique supérieur, aura une fonction d'abaissement du regard, si je regarde mon axe que j'ai décrit, une fonction d'abduction et une fonction de rotation interne. Comme le droit supérieur. Et maintenant le dernier. Eh bien, le dernier, c'est l'oblique inférieur. Il aura une action d'élévation du regard, une action d'abduction et une action de rotation externe. C'est un petit schéma mémotechnique pour se souvenir des mouvements du globe oculaire. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? D'accord ? Alors si on revient à notre plan, eh bien, nous avons fait les voies optiques, nous avons fait l'orbite, nous avons fait une partie de son contenu. Il va nous rester la fin du contenu et normalement, si nous avons le temps, nous allons parler du trajet des nerfs oculomoteurs en dehors de l'orbite. Non, non, on continue, on continue, on continue. Donc tout ça, vous l'avez sur la présentation. Donc, on va parler de l'artère ophtalmique. Et on va essayer de simplifier au maximum.
Donc l'artère ophtalmique, c'est l'artère du globe oculaire. Cette artère ophtalmique est une branche classiquement collatérale de la carotide interne. Cette artère ophtalmique naît de la carotide interne au moment où cette carotide interne va pénétrer dans la cavité moyenne du crâne. Et cette carotide interne va sortir du sommet du rocher à l'étage moyen du crâne et va donner une artère. Elle va donner une artère qui s'appelle l'artère ophtalmique. Cette artère ophtalmique va en fait pénétrer dans le canal optique avec le nerf optique. Donc je refais ici le globe oculaire, je refais le nerf optique. Ce nerf optique sort, c'est un nerf sensitif, donc la direction des fibres et le mouvement des fibres se fera de la périphérie vers le crâne. Et ce nerf optique va rejoindre le chiasma optique. L'artère ophtalmique pénètre dans le canal optique. Elle est située en dessous du nerf, puis elle va surcroiser le nerf et aller dans la direction de la paroi interne de l'orbite. Et elle va donner de nombreuses branches dans l'orbite. Son artère terminale s'appelle l'artère dorsale du nez. Donc l'artère dorsale du nez, qui est la branche terminale de l'artère ophtalmique, a une particularité importante. Elle s'anastomose avec une branche de l'artère faciale. Donc l'artère terminale de l'artère ophtalmique est l'artère dorsale du nez. Et cette artère dorsale du nez a comme particularité de s'anastomoser avec une branche de l'artère faciale, de telle sorte que l'orbite peut être vascularisée par l'artère faciale plutôt que l'artère carotide interne. Enfin, classiquement, l'artère ophtalmique vient de la carotide interne. Quelles sont les branches de cette artère ophtalmique? Il y en a une extrêmement importante à connaître. C'est d'ailleurs la première, qui s'appelle l'artère centrale de la rétine. Et cette artère centrale de la rétine va cheminer à la face supérieure du nerf optique, mais à un moment va pénétrer dans le nerf optique et cheminer à l'intérieur du nerf optique. Artère centrale de la rétine. De telle sorte qu'il y a un autre examen extrêmement important et facile à faire, c'est le fond d'œil. Vous pourrez regarder facilement en clinique le fond d'œil avec un petit appareil qui met de la lumière
dans le fond de l'œil à travers la cornée. Et vous allez regarder ce qui se passe au fond, au niveau de la rétine. Et à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose de rond. Vous allez avoir ici l'axe. Et vous savez qu'au niveau de l'axe, vous avez la macula. Et qu'au niveau de la macula, vous avez les cônes. En dedans, vous allez avoir l'ensemble des axones des cellules ganglionnaires qui vont former le nerf optique. Donc vous avez ici en dedans une tache où il n'y aura pas de vision, mais qui sera l'origine du nerf optique. Eh bien, l'artère centrale de la rétine va être facilement observée grâce au fond d'œil, car comme elle chemine au centre du nerf optique, elle va se diviser en deux branches au moment où elle arrive dans la rétine. Donc, au fond d'œil, vous pourrez observer l'état de l'artère centrale de la rétine, ou plus exactement de ses branches terminales. Si vous avez une hyperpression intracrânienne, vous aurez un œdème au niveau de ces artères, et donc le fond d'œil pourra facilement vous donner une indication sur l'état vasculaire à l'intérieur du crâne. Alors l'artère ophtalmique, elle donne bien sûr plein d'autres artères au niveau de l'orbite. Vous les retrouverez sur la présentation PowerPoint. Mais n'oubliez pas qu'il y en a une importante qui s'appelle l'artère centrale de la rétine. Alors elle va donner des artères ciliaires pour le bulbe oculaire, elle va donner des artères musculaires, elle va donner une artère lacrymale, etc. Mais très certainement, c'est l'artère centrale de la rétine la plus importante. Alors maintenant, nous allons devoir parler des autres nerfs qui cheminent, de tous ces nerfs qui cheminent dans l'orbite. Et pour cela, eh bien, on va refaire une vue supérieure, comme ceci, et on va refaire tous les nerfs qui cheminent dans cette orbite. Alors, ici, on a fait l'artère ophtalmique. Et maintenant, on va faire les nerfs de l'orbite. Donc, on va toujours marquer la paroi interne. On sait que la paroi interne, elle est pratiquement parasagittale. En arrière, on est au niveau du corps et de la petite aile du sphénoïde. Avec l'apophyse clinoïde antérieure. Latéralement, on sait que la paroi latérale est oblique en arrière et en dedans. On pourrait marquer ici la coupe de la paroi avec cette paroi qui s'amincit et qu'on a retirée d'ailleurs. Donc voici. Et dans une fossette très latérale, vous allez retrouver une glande qui est la glande lacrymale. Qui est située dans une fossette latérale au niveau de l'orbite. Le bulbe oculaire, eh bien, on le retrouve
en avant, comme ceci, et on retrouve le nerf optique que j'ai bien sûr allongé, qui forme ces courbes et qui sort par le canal optique pour se jeter au niveau du chiasma optique. Sous la petite aile du sphénoïde, vous avez la fissure orbitaire supérieure. Fissure qui est un orifice en forme de virgule à grosse extrémité interne. Et au niveau de cette fissure orbitaire supérieure, eh bien, vous allez avoir tous les nerfs qui vont pénétrer dans l'orbite. Alors, quels sont-ils? Le premier nerf, c'est le nerf Avant de faire le nerf, il faut dire que dans l'orbite, au niveau, à la partie supérieure du nerf optique, il y a un ganglion. Et ce ganglion que j'hypertrophie est de forme triangulaire à sommet antérieur. Et ce ganglion est un ganglion parasympathique. C'est le ganglion ciliaire. Ce ganglion ciliaire va donner à son sommet une pluie de fibres qui seront les nerfs ciliaires courts. Et il va recevoir 3 types de fibres. C'est un ganglion parasympathique. Donc, il va recevoir des fibres parasympathiques. Et ces fibres parasympathiques vont lui être apportées par le nerf oculomoteur. Ce nerf oculomoteur est moteur, mais aussi il a un contingent parasympathique. Et il a un contingent parasympathique pour le bulbe oculaire. Ce contingent parasympathique du nerf oculomoteur, ce sont des fibres préganglionnaires. Ces fibres préganglionnaires parasympathiques vont aller dans le ganglion parasympathique. Et dans ce ganglion parasympathique, qui en l'occurrence est le ganglion ciliaire, s'anastomoser avec la fibre postganglionnaire. Cette fibre postganglionnaire parasympathique va cheminer dans les ganglions ciliaires courts et va rejoindre et assurer l'innervation parasympathique du bulbe oculaire. Donc le premier nerf qu'il faut mettre, c'est un nerf oculomoteur. Ce nerf oculomoteur, on a dit qu'il pénétrait par la fente sphénoïdale. En fait, c'est la branche inférieure de ce nerf qui va donner la branche parasympathique. Donc ici, c'est le 3, mais le 3 par sa branche inférieure. Ce ganglion ciliaire va recevoir 2 autres contingents nerveux. Il va recevoir, grâce aux fibres sympathiques qui entourent la carotide interne. Ce sont des fibres sympathiques postganglionnaires,
Mais ces fibres post-ganglionnaires qui cheminent autour de la carotide interne vont rentrer par la fissure orbitaire supérieure et aller cheminer simplement dans le ganglion ciliaire. Elles vont traverser le ganglion ciliaire sans s'arrêter pour cheminer après dans les nerfs ciliaires courts. Donc au niveau de ce ganglion ciliaire, vous allez avoir, le ganglion ciliaire est un ganglion parasympathique, mais dans ce ganglion vont cheminer des fibres, et en l'occurrence des fibres sympathiques, car elles vont cheminer dans les mêmes nerfs, les nerfs ciliaires courts. La troisième branche qui va arriver au ganglion ciliaire, c'est une branche sensitive venant du nerf naso-ciliaire. Alors, il existe 3 branches de division au nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique se divise en nerf nasociliaire, en nerf frontal et en nerf lacrymal. Seul le nerf nasociliaire va donner une innervation, et une innervation va assurer une innervation sensitive au niveau de l'orbite. Et notamment, ce nerf nasociliaire va assurer l'innervation sensitive du bulbe oculaire. Et les fibres sensitives vont de la périphérie au centre. Ce sont donc des fibres qui viennent du bulbe oculaire, qui cheminent dans les nerfs ciliaires courts, qui vont traverser le ganglion ciliaire et qui vont aller rejoindre le nerf nasociliaire. Donc, troisième fibre, le nerf nasociliaire. Il rentre par la fissure orbitaire supérieure, il va surcroiser le nerf optique, et en surcroisant le nerf optique, eh bien, il va recevoir les fibres sensitives du bulbe oculaire. Ensuite, ce nerf va donner des nerfs ethmoïdaux, va donner des nerfs pour toutes les régions qu'il va traverser. Quels sont les autres nerfs? Eh bien, il en reste plusieurs, et notamment le nerf lacrymal. Il y a 2 autres branches de division au nerf ophtalmique, le frontal et le lacrymal. Le frontal va pénétrer par la fissure orbitaire, traverser toute l'orbite et sortir. Il ne donnera rien sur son trajet. Donc le frontal, le nerf frontal, est un nerf de passage dans l'orbite et il ne va rien donner. Il assurera une innervation sensitive au niveau de la face, mais rien dans l'orbite. Et le nerf lacrymal, eh bien, il va aller rejoindre la glande lacrymale. Mais il est purement sensitif. Alors, si on fait un résumé des nerfs de l'orbite, qu'est-ce qu'on a? On a vu au niveau, quand je vous ai parlé de l'insertion des muscles de l'orbite, qu'il y avait 2 parties dans la fissure orbitaire supérieure. Une partie qui est tendineuse et une partie qui a un anneau et une partie qui n'a pas d'anneau.
on avait dit que dans l'anneau passait le nerf oculomoteur. Il se divisait en deux branches, branche supérieure et une branche inférieure. Le nerf 6, nerf oculomoteur. Maintenant, on pourrait compléter notre dessin. Il y a un autre nerf qui passe dans cet anneau, c'est le nerf nasociliaire. Donc ici, on pourrait compléter le dessin en mettant l'arrivée du nerf nasociliaire. En dehors de cet anneau, eh bien, nous retrouvons le 4, que nous n'avons pas évoqué encore, le nerf trochléaire qui va rejoindre le muscle oblique supérieur. Et puis en dehors de cet anneau, on retrouvera le frontal, le nerf frontal qui traverse sans rien donner, et le nerf lacrymal qui va rejoindre la glande lacrymale. Est-ce que j'ai bien donné tous les nerfs de l'orbite? 3 nerfs oculomoteurs, 3 nerfs sensitifs, une branche sympathique, et il faut savoir que le nerf oculomoteur, ou troisième branche percrânienne, permet l'innervation parasympathique du bulbe oculaire. À l'intérieur de l'orbite, un élément nerveux important, le ganglion ciliaire, qui donc est très particulier et reçoit énormément d'éléments nerveux. Alors normalement, il reste une dernière partie. Et la dernière partie, c'est le trajet des nerfs oculomoteurs. Donc, si on les trouve, les voici. Voilà. Alors, si j'arrête de dessiner, eh bien, les nerfs oculomoteurs, je répète, ils sont au nombre de 3. Dans un nerf oculomoteur, vous avez une origine réelle, une origine apparente, un trajet dans le crâne et un trajet, je dirais, terminal au niveau de l'orbite. L'origine réelle des nerfs oculomoteurs, ce sont les noyaux qui sont situés à l'intérieur du tronc cérébral. Pour la troisième paire crânienne, qui est le nerf oculomoteur proprement dit, il a 2 noyaux, un noyau moteur et un noyau parasympathique. Ces 2 noyaux sont situés au niveau du mésencéphale. Le nerf a un trajet à l'intérieur de la substance nerveuse et il sort, si vous vous souvenez, il sort au sommet de l'espace interpédonculaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va perforer la paroi supérieure d'un sinus crânien qui s'appelle le sinus caverneux. Ce sinus caverneux, il est situé de part et d'autre de la selle turcique, de part et d'autre du corps du sphénoïde. Et sa paroi supérieure est formée par le croisement des insertions
de la tente du cervelet. Donc, dans ce sinus caverneux, et je peux vous le montrer, je pense, sur la diapositive suivante. Vous voyez, vous avez le corps du sphénoïde, vous avez l'hypophyse, et le sinus caverneux, il est juste situé en dehors. Il a une paroi supérieure, vous avez les deux zones d'insertion, je dirais, ou les deux limites supérieures de la paroi supérieure, et le 3 va pénétrer par la partie supérieure. Et puis, va aller se situer dans un élément fibreux en dehors. Ensuite, si on regarde ce trajet du 3, il chemine donc en dehors de la carotide interne et il va rejoindre l'anneau conjoint au niveau de la fente de la fissure orbitaire supérieure. Et là, au moment où il arrive dans cet anneau tendineux, il se divise en deux branches, une branche supérieure, une branche inférieure. Ensuite, il y a le 4. Le 4, c'est le nerf trochléaire. Le nerf trochléaire, il a comme particularité de naître à la partie postérieure du crâne. Il va contourner complètement les pédoncules cérébraux. Et il va se retrouver en avant. À ce moment-là, il va pénétrer dans le sinus caverneux, il va cheminer en dessous de l'oculomoteur, latéralement, et puis il va passer dans la fissure orbitaire supérieure, mais dans cette fissure orbitaire supérieure, en dehors de l'anneau tendineux, très au-dessus, et il va rejoindre la paroi supérieure, il va rejoindre le muscle oblique supérieur. C'est sa seule fonction. Il est moteur exclusivement, il a un noyau uniquement moteur dans le mésencéphale. Il a la particularité d'être le seul à sortir sur la vue postérieure. Et ensuite, il chemine, traverse le sinus caverneux dans la paroi latérale, traverse la fissure orbitaire supérieure au-dessus de l'anneau tendineux et va rejoindre le muscle oblique supérieur. Le 6. Le 6, si vous vous souvenez, il naît beaucoup plus bas. Il naît dans le sillon qui sépare la moelle allongée du pont. Il naît presque sur la ligne médiane. Et là, il va avoir un trajet qui va le faire entrer dans le sinus caverneux, mais cette fois-ci, il va réellement entrer dans le sinus caverneux, car il sera très proche de l'artère carotide interne. Il sera même lié à l'artère carotide interne par des éléments fibreux. Ensuite, ce 6 va entrer dans l'anneau tendineux au niveau de la fissure orbitaire supérieure et aller innerver le muscle droit latéral. Il n'a qu'un noyau moteur au niveau du tronc cérébral, il n'a qu'une fonction, c'est motrice, et il va innerver le muscle droit latéral. Alors maintenant, quels sont les autres nerfs? Eh bien, vous avez au sommet du rocher un ganglion, le ganglion du trijumeau, et ce trijumeau se divise en 3 branches. Je ne crois pas qu'on les trouve là, non. Il se divise en 3 branches. Le trijumeau est un nerf sensitif et moteur, et seule la première branche, la branche supérieure, va nous intéresser dans l'orbite. Cette branche prend le nom de nerf ophtalmique.
Et le nerf ophtalmique va se diviser en 3 branches: frontale, nasociliaire ou nasale et lacrymale. Nasociliaire et nasale, c'est la même chose. Ces branches se divisent dans le sinus caverneux. Vous voyez que l'ophtalmique chemine dans la paroi latérale du sinus caverneux, mais il va se diviser aussi dans cette paroi latérale. Et la branche frontale va aller rejoindre la face supérieure de l'orbite, va traverser l'orbite et va venir au niveau du front. La seconde branche, c'est la branche lacrymale. La branche lacrymale ne va pas entrer dans la fissure orbitaire supérieure par l'anneau tendineux. Cette branche lacrymale naît en dehors de l'anneau tendineux et va rejoindre la glande lacrymale. Et la troisième branche, c'est la branche nasociliaire. Et cette branche nasociliaire est la seule branche du nerf ophtalmique à rentrer dans l'orbite par la fissure orbitaire supérieure dans l'anneau tendineux. Et cette branche nasociliaire va donner une branche au ganglion ciliaire et va continuer son trajet au niveau de l'orbite. Elle assure, cette branche, l'innervation sensitive et notamment l'innervation sensitive du bulbe oculaire. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, vous voyez que sur cette coupe frontale du sinus caverneux, vous avez la deuxième branche du nerf trijumeau, le maxillaire. Et la seule particularité de ce nerf, le nerf maxillaire, qui est situé vraiment en dessous, qui va sortir très rapidement de l'étage moyen du crâne, c'est de donner une branche qui va aller s'anastomoser, comme c'est marqué sur ce dessin, avec le nerf lacrymal. Et c'est cette branche qui va apporter l'innervation parasympathique à la glande lacrymale. Donc le nerf lacrymal, branche de l'ophtalmique, est purement sensitive. L'innervation parasympathique de la glande lacrymale va arriver par une branche du nerf maxillaire. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne crois pas. Vous avez des questions ?